8h16 sur CNews, l'invité de Laurence Ferrari ce matin, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Candidate à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Il annonce un plan de 100 millions d'euros d'investissement public. Une usine de batterie Vercor va s'implanter à Dunkerque avec 1200 emplois à la clé. Très bonne nouvelle d'ailleurs. Salut Xavier Bertrand qui soutient votre candidature. On n'a jamais autant créé d'emplois dans notre pays, dit le président. C'est la réalité des chiffres aujourd'hui ? D'abord, moi je suis heureuse à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle pour le pays et à chaque fois qu'on arrive à débloquer un projet. Mais la réalité, c'est que la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est le village Potemkin. Vous savez, c'est ces faux villages qu'on mettait pour faire croire que tout allait bien en Russie, alors qu'en réalité, derrière, tout est très fragile. Les chiffres du chômage sont très bons. Aujourd'hui, nous avons une croissance de 7% qui est le rebond après une récession de 8% il y a un an. Aujourd'hui, notre croissance, elle est financée par quoi ? Par des importations. Nous faisons des chèques, nous importons des produits étrangers. 87 milliards de déficit de la balance commerciale. Alors que les Allemands, les Belges, les Italiens, eux, exportent massivement. La réindustrialisation dont Emmanuel Macron parle, c'est aujourd'hui malheureusement un leurre. Nous vivons de nos importations. Emmanuel Macron parle aussi d'immigration. Il défend Schengen. Dans une interview à La Voix du Nord, il souhaite mieux défendre nos frontières extérieures avec de nouveaux investissements. Il annonce que les effectifs de Frontex seront portés à 10 000 personnes d'ici 2027. Encore une fois, il a raison de s'attaquer à ce problème de la porosité de nos frontières extérieures. Mais la question des frontières est absolument clé. Mais le bilan d'Emmanuel Macron en matière de politique migratoire, c'est une France passoire et une Europe passoire. Nous avons aujourd'hui 270 000 titres de séjour qui ont été délivrés l'année dernière. C'est quasiment un chiffre record. Et ça sur cette question des frontières. Emmanuel Macron ne veut pas entendre ce que demandent vraiment les pays européens. Ce qu'il demande, c'est de pouvoir rétablir des frontières physiques. Pourquoi ? Pour faire respecter Schengen, l'accord de Schengen de libre circulation. Dans Schengen, il y a des points de passage autorisés, c'est-à-dire des portes d'entrée dans l'Europe. Et aujourd'hui, les migrants, notamment les clandestins, ne les respectent absolument pas. Je me suis rendue en Grèce pour voir comment ça marche quand on veut vraiment faire des points frontières, quand on veut vraiment mettre des centres d'enregistrement des réfugiés, quand on veut vraiment éviter la porosité totale des frontières. Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est du vent. Frontex à 10 000 personnes, c'est faux. Aujourd'hui, ils sont péniblement à 3 000 et les recrutements ne sont pas planifiés. Ce serait d'ici 2027, les 10 000. Hein. Oui, c'est ça. Tout chez Emmanuel Macron, c'est d'ici 2030. Donc, en général, on rase gratis après-demain. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Vilnius. Il y a eu une conférence où 17 pays sur 27 européens ont sommé la France d'aider, puisque la France préside l'Union européenne, d'aider à financer ces murs de protection, ces barrières physiques qui permettront aujourd'hui de cantonner, d'organiser les migrations en Europe. J'ajoute qu'Emmanuel Macron... Non, les organiser. On accueille qui... Quand on fait des murs et des barbelés, on n'accueille pas beaucoup, a priori. Mais si, on fait simplement passer... Aujourd'hui, il y a 600 millions de personnes qui rentrent et qui sortent de l'Europe chaque année. 20% de ces 600 millions n'est jamais contrôlé. Donc le sujet, c'est le contrôle. Le sujet, c'est l'application vraie et efficace de Schengen qui dit on rentre par la porte d'entrée. Et là, on est contrôlé. On vérifie que vous n'êtes pas un djihadiste. On vérifie que vous êtes un vrai réfugié, que vous n'êtes pas juste là pour profiter d'un système ou pour rentrer clandestinement. Donc le sujet est là, il est sur la table. Emmanuel Macron n'a pas de solution à ce sujet. J'ajoute qu'il a dit ce matin dans La Voix du Nord que ma proposition, qui est de mettre des quotas migratoires à l'entrée en France... L'immigration, donc choisie et légale ? Sur l'immigration légale, n'est pas réaliste. Eh bien, moi, je ne vois pas d'autre solution si on veut stopper l'immigration incontrôlée en France que de voter chaque année par pays et par type d'immigration de travail, familiale et étudiante des quotas. Et j'ajoute même que ce sera quota zéro pour les pays qui refusent de reprendre leurs clandestins. Ce sera un donnant-donnant avec les pays d'origine. Vous reprenez vos clandestins, on vous donne des visas. Si vous ne les reprenez pas, pas de visa, ni de travail, ni familial, ni étudiante. Exemple Mali. Exemple le Mali, où nous payons le prix du sang aujourd'hui avec 58 militaires tués, où nous nous faisons bafouer par la junte malienne et qui refuse en plus
de donner des laissez-passer consulaires pour que les clandestins maliens rentrent chez eux. Ben, ce sera aussi 0 visa pour les pays comme cela. Il faut retirer nos troupes du Mali, puisqu'on parle du Mali. Mais enfin, d'abord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France ? Le Mali vient d'expulser l'ambassadeur français du Mali. Nous avons payé le prix du sang au Mali. Qu'est-ce que nous faisons au Mali ? Au Mali, nous protégeons la sécurité du monde. Nous luttons contre l'islamisme, qui est évidemment un enjeu majeur pour le Sahel, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Nous y luttons avec des alliés européens que nous avons convaincus de venir avec nous, avec l'ONU. Et nous avons une junte au pouvoir malienne qui ne cesse de nous mettre des bâtons dans les roues, qui empêche nos interventions, qui aujourd'hui fait appel à des mercenaires russes, qui les fait venir en violation de tous les accords avec la France et qui tient un discours anti-France. Donc on quitte le Mali ? Mais on n'a pas vocation à rester. On capitule ? On n'a pas vocation à rester dans un pays qu'on qui ne capitule ? veut pas de nous, Madame Ferrari. C'est pas une question de capituler, c'est une question de se faire respecter. Aujourd'hui, moi je suis extrêmement triste de voir le paysage qu'Emmanuel Macron laissera derrière lui en Afrique. Jamais la France n'a eu aussi peu d'appui en Afrique, alors que nous dépensons avec l'Agence française d'aide au développement des centaines de millions d'euros chaque année pour le continent africain. Mais qui le sait et comment cette aide est-elle perçue ? Donc moi aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est renouer des liens avec l'Afrique. Il ne faut pas quitter le Sahel. Mais la question de notre maintien au Mali est clairement posée. J'aimerais qu'on continue à parler d'immigration et les deux sont évidemment liés. Sur les quotas, il dit, le président Macron, les quotas que vous proposez, ce n'est pas réaliste. Ça fonctionne dans des pays comme l'Australie, le Canada, qui sont difficiles d'accès, on comprend pourquoi, mais dans des pays comme les nôtres, ça ne marche pas. L'idée de moratoire, si les filières clandestines attendaient les textes légaux, ça se saurait. Encore une fois, est-ce que ça marchera les quotas alors qu'on ne maîtrise pas notre immigration ? Mais d'abord, les quotas, c'est quand même un outil très important de pilotage. Comment est pilotée la politique migratoire de M. Macron ? Elle n'est pas pilotée. C'est un souk absolu. Aujourd'hui, vous avez un droit au regroupement familial quasiment automatique. Il n'y a pas d'examen de français. En Allemagne, c'est pas l'Australie. Il y a 200 heures de français. Non, Madame Perra, c'est très important. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen obligatoire. Si vos enfants veulent aller étudier en Angleterre, aux États-Unis, examen d'anglais obligatoire. Si on veut venir habiter en Allemagne, examen d'allemand obligatoire. Je vais vous dire, ça met fin au regroupement familial automatique. Parce que quand on ne parle pas le français, eh bien, on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas élever ses enfants. Et les quotas, ça permet de piloter tout ça. Et moi, je le dis, aujourd'hui, nos frontières sont des passoires, notre immigration légale n'est absolument pas contrôlée. Ces quotas seraient au contraire extraordinairement efficaces pour piloter notre politique migratoire. C'est pour ça que je propose de les mettre dans une loi constitutionnelle qui sera adoptée par référendum. Et je le dis, quand je dis quotas, ça veut dire immigration zéro quand les pays ne jouent pas le jeu du retour des clandestins chez eux. Le président Macron, justement, avoue l'impuissance de la France à expulser les clandestins. Il dit nous ne sommes pas efficaces. Ça ne marchera pas si on n'est pas unis en Europe, parce qu'il dit on peut réduire le nombre de visas d'un côté, mais si les migrants passent par une autre frontière, ça ne sert à rien. Est-ce que vous n'aurez pas effectivement le même problème si d'aventure vous étiez élu ? C'est-à-dire que la France décide de ne plus accorder de visa à un pays, bah, les gens passent par une autre frontière. Est-ce que ça ne sera pas ça au fond ? Mais c'est évident que c'est un combat de tous les instants et c'est un combat qu'on doit mener, y compris à l'échelle européenne. Mais sous Nicolas Sarkozy, on expulsait 3 fois plus qu'aujourd'hui. C'est ça la réalité des chiffres. Et on utilisait Frontex qui permet, avec les charters Frontex, de renvoyer chez eux des clandestins, ce que font les Allemands, ce que la France fait très peu. J'ajoute évidemment sur cette question du droit d'asile, parce qu'on n'en a pas parlé, que le droit d'asile, c'est accueillir les persécutés. Mais je suis allée en Grèce voir comment ça marche. Ils ont mis en place des centres d'hébergement et des centres d'enregistrement des migrants. Ça leur permet en 25 jours de traiter aux frontières, de traiter les demandes des réfugiés, de dire si oui ou non ils sont persécutés chez eux, si oui ou non ils doivent rester, ou s'ils doivent repartir. Et à ce moment-là, ils sont placés en rétention, ils sont renvoyés dans leur pays d'origine. Ça marche, c'est efficace. Alors, on peut le faire, et on peut le faire partout aux frontières de l'Europe. Et les pays frontières, moi je propose, ceux qui sont en première ligne, je propose qu'on en fasse une alliance et qu'on les aide puissamment à remplir cette mission de contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Contre l'immigration,
contre l'immigration à contrôler, on n'a pas tout essayé, Madame Ferrari. Et le constat d'impuissance que ce matin, M. Macron va dresser montre qu'il faut qu'il ne fasse pas 50 plus à la tête de l'État. Est-ce que le président, justement, doit se déclarer officiellement candidat à la présidentielle? Mais enfin, il l'est. Il va annoncer des millions d'euros pour les terres du Nord, avec une usine réimplantée, alors qu'on a 85 milliards de déficit de la balance commerciale, que même notre agriculture aujourd'hui, l'agriculture française, exporte moins qu'elle n'importe, est déficitaire. C'est la première fois depuis 1945. C'est ça le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Alors il dit qu'il attend que la phase aiguë de l'épidémie et désormais que le pic de la crise géopolitique actuelle soit derrière nous. Donc il y a des pics partout, des pics dans les pandémies et la pic. Alors il sera candidat le 9 avril alors? Non, peut-être un peu plus tôt puisque la loi l'y obligera. Il a raison d'attendre, de ne pas rentrer dans la mêlée au fond, vu ce qui s'y passe. Moi je vois un président qui a peur de débattre. Un président qui a peur d'affronter son bilan, parce qu'il sait que tout ce qu'il est en train de construire comme, comme vitrine de son bilan, en réalité, c'est un écran de fumée. Et que derrière, il y a la réalité d'une économie qui souffre, une économie qui n'a pas réussi à recréer un tissu industriel solide, une économie qui est dopée au chèque, à l'argent public payé par les contribuables, qui est dopé à la dette, qui est dopé au déficit, mais une économie aujourd'hui qu'on doit redresser avec des réformes et du travail. Est-ce que vous pensez qu'il acceptera de participer à des débats de premier tour? Gabriel Attal, le porte-parole, dit qu'il pense que non. Est-ce que du coup, vous participerez à des débats de premier tour si Emmanuel Macron n'y participe pas? Mais moi, je veux débattre avec Emmanuel Macron. Mais c'est complètement ringard de refuser les débats. Au régional, j'étais présidente sortante et je suis descendue dans l'arène. Et j'ai débattu avec mes 5 adversaires parce que je n'avais pas peur de défendre mon bilan, parce que j'en étais fière. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron n'assume pas son bilan. Je le comprends. 32% de hausse des violences, 270 000 titres de séjour délivrés, des réfugiés, 100 000 réfugiés dont on sait que même s'ils sont déboutés, ils ne repartiront pas. Donc on a aujourd'hui un bilan qui est mauvais. Et sur les services publics, école en grande souffrance, justice noyée, santé à bout de souffle. Protéger, éduquer, soigner, c'est les 3 grandes missions de l'État. Elles ne sont plus remplies dans la France d'aujourd'hui. Ma question, c'était, vous participerez à des débats de premier tour si Emmanuel Macron n'y participe pas? Non. Je veux débattre avec Emmanuel Macron. Donc, si je ne débattrai pas avec un de ses porte-voix, un porte-voix de la présidence du mépris. Mais vous ne débattrez pas avec les autres candidats à la présidentielle? Mais moi, je suis prête à débattre avec tout le monde. Vous avez bien vu que j'ai débattu 4 fois avec mes camarades de la primaire, de la droite. Oui, mais je n'ai pas peur de débattre, je n'ai pas peur de défendre mon projet. Mais je trouve ça tout à fait, lâche de ne pas venir défendre soi-même son bilan. Aujourd'hui, on a besoin que ce bilan soit montré clairement aux yeux des Français et pas l'écran de fumée. Et pas l'écran de fumée. Vous avez la même position que lui? Non, mais je ferai le maximum de débats, mais je ne vois pas pourquoi j'irai, je vous dis, débattre avec un porte-voix d'Emmanuel Macron. Mais vous débattrez avec les autres candidats? On aura cette discussion avec les autres candidats. Nous sommes à 68 jours du premier tour. Comment est-ce que vous allez donner du souffle à cette dernière partie de la campagne, à cette dernière ligne droite? Quelle vision de la France est-ce que vous portez? Il y a beaucoup de mesures techniques que vous proposez. Quel est le projet que vous dessinez pour notre pays? Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une interrogation. Il est temps de faire enfin. Emmanuel Macron parle. Vous voyez, encore aujourd'hui, dans le Nord, il va aller parler. Il va aller nous parler des frontières. Mais les Français n'ont pas besoin qu'on parle des frontières. Ils ont besoin qu'on les ferme aux étrangers qu'on ne veut pas accueillir. Emmanuel Macron va nous parler de sécurité. Il est allé à Nice. Et moi, je vous parle de vous, là. Mais oui, mais moi, je veux faire enfin. Je veux faire enfin, avec une vision qui est très claire, de l'ordre, remettre de l'ordre. Redonner de la liberté, parce que dans la France de l'après-Covid, les Français en ont marre de cette bureaucratie, en ont marre de cette présidence verticale qui les entrave. Débureaucratiser, décentraliser, liberté. 3e pilier, la dignité. Aujourd'hui, nous avons, je l'ai dit, une présidence du mépris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ne se sentent pas entendus, pas respectés. Je veux de la dignité par le travail. Je veux 10% de hausse des salaires pour tous ceux qui travaillent. Je veux que les retraités vivent dignement de leur retraite. Je veux que les personnes en situation de handicap se sentent considérées. Et je veux que la ruralité n'ait pas le sentiment d'être oubliée, ni la jeunesse. Donc vous voyez, dignité, liberté, ordre, c'est les piliers de mon projet. Un projet aussi qui vise à transmettre
notre pays, notre beau pays, à la génération qui vient. Sur les pouvoirs d'achat, vous avez évoqué la hausse de 10% des salaires. Vous la maintenez? On a eu des doutes sur le fait Mais que vous maintenez cette hausse. En fait, c'est sur 5 ans en réalité. Hein, mais ça a toujours été sur 5 ans. Et ceux qui disent le contraire n'ont pas écouté. 3% dans un premier temps jusqu'à 10%. L'objectif de hausse de 10% des salaires sera tenu. J'ai précisé comment, le modus operandi, comment j'allais le faire, comment j'allais l'atteindre. 3% de baisse des cotisations retraite dès l'été, une négociation entamée avec les partenaires sociaux et notamment les entreprises dans une grande conférence des salaires dès l'été pour voir avec elles quelle part du chemin elles sont prêtes à faire. En échange, on les laisse fixer librement le temps de travail. Au-delà de la 35e heure, les heures supplémentaires seront défiscalisées et déchargées. On débureaucratise, on enlève des normes, ce qui leur fera faire énormément d'économies. Et puis, on leur permet d'avoir moins d'impôts de production pour être plus compétitives. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2023, on soit à plus 5% de salaire et qu'à la fin du mandat, on soit à plus 10. Si les entreprises ne veulent pas faire leur part du chemin, c'est l'État qui reprendra la main grâce à la réforme des retraites que je vais mettre en place, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'État et la suppression d'une bonne part de l'administration administrante, la décentralisation. Je suis la candidate de la réforme. D'accord. On voit que vous êtes très prête techniquement, avec un certain nombre de mesures qui sont prêtes à être dégainées dès le 24 avril. Mais c'est pas technique, Madame Ferrari, c'est pas technique, c'est redresser la France. L'interrogation des Français, c'est quel souffle, quelle vision, où est-ce qu'elle nous emmène? Eh bien, je les emmène dans une France qui se redresse, dans une France qui est à nouveau forte économiquement, dans une France où les services publics, l'école, la sécurité, la santé sont assurés. Vous avez vu que j'ai proposé des propositions extrêmement puissantes sur l'école. Le français grande cause. Le français grande cause nationale pour réapprendre les fondamentaux à l'école. Un examen d'entrée en 6e, un collège non plus uniforme, mais avec des 6e de consolidation pour que les jeunes aient le bagage qu'il leur est nécessaire pour réussir dans la vie. On arrête l'idéologie et on se met enfin à faire réussir les enfants de France. Et sur la santé, c'est pareil. C'est inacceptable qu'on n'ait plus accès à la santé partout et pour tous, et notamment dans les territoires ruraux. J'ai un projet zéro déserts médicaux, on change tout. Au lieu de partir de l'offre de santé dictée par Paris, on part des besoins de santé dans les territoires, on décentralise. C'est les départements et les régions qui organisent l'offre de santé. Et puis on permet aux infirmières de prendre des responsabilités de plus. On permet aux médecins de mieux gagner leur vie. On permet aux pharmaciens de faire de la prévention. On change tout. Il faut que tout change, Madame Ferrari, pour que la France reste elle-même, reste au premier rang avec les services publics qui soient champions du monde. Il y a une primaire sauvage qui se déroule en ce moment à la droite de la droite, avec des débauchages entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce que c'est finalement, ça fait votre jeu? Est-ce que vous aurez un avantage? Surtout, ça révèle le vrai visage de l'extrême droite. Cette ultra-violence, cette campagne de coups bas, de trahison, de débauchage, c'est l'extrême droite telle qu'on la connaît, avec ses méthodes de voyous, de guérilla. Et aujourd'hui, une espèce de nuit des longs couteaux à l'extrême droite. Vraiment, je pense que les Français doivent voir que cette extrême droite n'amènera pas l'ordre dans le pays. Elle amènera la discorde, elle amènera la violence. Moi, ce que je veux, c'est ramener l'ordre. Je suis une femme d'autorité, j'aurai de la poigne et je vais faire. Éric Zemmour vous surnomme Madame 20h02. Il affirme que si vous n'êtes pas qualifié au premier tour, vous appellerez à 20h02 à voter pour Emmanuel Macron, ce que vous aviez fait en 2017. Eh bien, j'espère qu'à 20h03, Éric Zemmour appellera à voter pour moi contre Emmanuel Macron, parce que je suis la seule. Je suis la seule qui peut battre Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que je suis la seule à porter un vrai projet global de redressement de la France. Mais pourquoi les promesses que vous faites aujourd'hui, on les croirait? Encore une fois, vous avez été au pouvoir. Vous avez fait un. Mais oui, et quand j'étais au pouvoir, attendez, Madame Ferrari, quand j'étais au pouvoir, j'ai fait la réforme la plus difficile du quinquennat. Difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la réforme de l'université. 9 mois, j'ai tenu face à la rue et face au mouvement gauchiste, 9 mois. Et ensuite, j'étais au budget et j'ai redressé en urgence les finances de la France pendant la crise des dettes souveraines. J'ai sauvé l'épargne des Français en 2011 en baissant drastiquement les dépenses de l'État. Je sais faire. Et par ailleurs, sur ordre du président Sarkozy. Et par ailleurs, avec évidemment avec le président Sarkozy. Mais juste pour dire, c'est quand même très étonnant, vous ne trouvez pas, que personne ne m'attaque sur mon bilan à la région Île-de-France? Ça fait 6 ans que je dirige la plus grande région, marquée par la violence, marquée par l'insécurité. Et pourtant, personne ne dit que je n'ai pas tenu une seule de mes promesses. Donc peut-être que vous avez en face de vous une femme politique qui tient ses promesses. Et peut-être que c'est le moment aujourd'hui et qu'il est temps de la mettre au pouvoir. Est-ce que Nicolas Sarkozy va vous apporter son soutien public?
Mais écoutez, il fera ce qu'il jugera bon. Il fera ce qu'il jugera bon. Moi, je pense que je défends aujourd'hui ses positions, ses idées, et je pense qu'il aura à cœur de soutenir celle qui défend ses convictions. Vous avez parlé de votre passage au poste du ministre du Budget. On vous a beaucoup reproché, les policiers notamment, la baisse du nombre de fonctionnaires dans la police. Vous allez être auditionné tout à l'heure par le syndicat de police Alliance, comme d'autres candidats. Vous allez discuter de vos propositions avec eux. Ils vont vous dire tout de suite pourquoi vous avez accepté de diminuer de 10 000 le nombre de fonctionnaires de police. D'abord, j'ai été ministre du Budget pendant 2 ans et non pas 5 ans. Donc, j'ai certainement pas abaissé de 10 000 le nombre de policiers. Mais la Cour des comptes dit quelque chose de très intéressant. Vous l'avez peut-être lu. C'est que à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait moins d'effectifs et il y avait plus de policiers sur le terrain. Parce que nous sommes dans un État qui n'est pas gouverné aujourd'hui. On a Emmanuel Macron qui crée des postes, qui fait des chèques, ça pour faire des chèques, mais c'est les chèques et les échecs. Et aujourd'hui, échec de la politique de sécurité, des policiers qui sont moins sur le terrain. Et pourquoi ils sont moins sur le terrain? Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le en même temps, a laissé la procédure judiciaire devenir enflée, devenir tellement lourde, tellement prenante, que les policiers passent 40% de leur temps aujourd'hui. Ça s'est pas fait en 5 ans, on est bien d'accord. Cette histoire en 10 ans, mais M. Macron était peut-être conseiller économique de François Hollande, ou peut-être même ministre de François Hollande, il me semble. Donc on peut dire qu'il y a eu 10 ans de dérive. Madame Taubira a commencé à désarmer la justice, mais M. Dupond-Moretti n'est pas en reste. Il n'est pas en reste. Vous l'avez vu, c'est le ministre qui dit qu'il y a un sentiment d'insécurité dans le pays. Alors moi, je veux bien que le en même temps, ce soit le zigzag permanent, mais on ne peut pas parler d'ensauvagement comme le fait M. Darmanin et parler de sentiment d'insécurité. Vous voyez, ce jeu de rôle où la justice et l'intérieur se renvoient la balle, c'est ça que les policiers ne supportent plus. C'est pour ça qu'ils mettent en cause notre justice. Moi, je ne la mets pas en cause, la justice. Ce que je dis, c'est qu'elle est noyée, elle est abandonnée, et qu'il faut un plan hors sec pour la sauver, et qu'Emmanuel Macron n'a pas, dans son logiciel, le mot sanction. Il vient de la gauche, il est communautariste et il n'arrive pas à sanctionner. Eh bien, évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de politique de sécurité. Et moi, avec moi, ce sera impunité zéro, plan hors sec pour la justice, pour qu'ils puissent juger vite, sanctionner efficacement. Il y a un profond mal-être dans la police. 12 suicides en un mois, ce qui était absolument terrifiant. Qu'est-ce que vous proposez pour répondre à ce mal-être? Il y a un problème de sens de la mission. Ils ne comprennent plus. Ils disent « je ne comprends pas la société dans laquelle je vis et je ne comprends pas ce que veut ma hiérarchie ». Il y a une perte de sens dans leur mission. Il y a une perte de sens qui vient aussi d'en haut. C'est-à-dire quand vous avez un président de la République qui admet sur une chaîne brute qu'on peut parler de violence policière, c'est-à-dire qu'il accepte d'intérioriser, alors qu'il est le chef de l'État, d'intérioriser une violence systémique de la police, comment voulez-vous que les policiers se sentent soutenus, se sentent aimés, se sentent considérés? Alors avec moi, on ne mégotera pas. Moi, mon soutien aux forces de l'ordre, il sera indéfectible. Mais pour revenir à cette question extrêmement douloureuse des suicides dans la police, y compris de très jeunes policiers. Je pense qu'il est inacceptable que la police n'ait pas une vraie médecine du travail. Une vraie médecine du travail, avec une vraie prise en compte des risques, ce qu'on appelle les risques psychologiques, psychosociaux, et un vrai suivi de ces policiers qui sont soumis à un énorme stress. Oui, mais c'est pas de la vraie médecine du travail, c'est pas de la vraie prévention. Il faut qu'on les accompagne dans leur mission, mais avant tout, il faut qu'on les soutienne. Voilà, il faut qu'on les soutienne et il faut qu'on arrête de les mettre en cause. C'est le corps, sans doute, le plus contrôlé de la République, la police. Donc il faut qu'indéfectiblement, on les assure de notre soutien. Il faut les réarmer psychologiquement, il faut les réassurer du soutien de l'État, c'est ça? Mais pour cela, pas seulement psychologiquement, mais aussi techniquement. Matériellement. Parce que quand vous voyez... Il se trouve qu'à la région Île-de-France, j'ai pris la compétence sécurité, qui n'était pas la mienne. D'ailleurs, l'État veut aujourd'hui me la retirer parce qu'ils ne sont pas contents que nous soyons aussi efficaces. Mais j'ai pris une partie de la compétence sécurité. J'ai financé des polices municipales, des commissariats, des équipements pour les polices municipales, aussi un peu de commissariats et de casernes de gendarmerie. Mais quand je vois l'état des bâtiments de certains commissariats de police nationale. Et à côté, la police municipale flambant neuve, dans des locaux flambant neufs, avec de la vidéoprotection, des équipements neufs. Je me dis, mais les policiers doivent se dire, pourquoi l'État nous a abandonnés? Donc évidemment, je ferai une loi de rééquipement de la police, aussi pour leur donner les moyens d'élucider les délits et les crimes, parce qu'il faudra simplifier la procédure pénale et que les policiers puissent à nouveau enquêter. Parlons de l'islamisme. Il y a eu un reportage que vous avez sans doute vu de zone interdite sur M6. Les présentateurs, les journalistes et certains témoins sont menacés de mort et placés sous protection. Oui, je les ai assurés de mon soutien.
Je l'ai noté. Il y a aussi la question du voile qui a alimenté les débats à l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le port du voile dans le sport. Il y a un certain nombre de sportives musulmanes qui demandent, elles s'appellent les hijabeuses, elles demandent à porter le voile lors des compétitions sportives. Qu'est-ce que vous dites? La loi ne l'interdit pas dans notre pays, soyons clairs. Mais moi, ce que je dis, c'est que le voile n'est pas un vêtement comme les autres. Voilà. Le voile, c'est un signe de soumission. Et ce n'est pas une prescription religieuse. C'est d'abord un outil politique. Donc moi, je n'accepte pas la soumission des femmes et notamment pas la soumission des jeunes filles. Parce que je pense qu'il faut Là, c'est elles qui le veulent, filles, oui, mais il faut que les filles s'émancipent. Et pour cela, il faut les protéger et mettre en place des espaces de neutralité. Vous savez que je suis contre le voilement des fillettes. Je considère que c'est un port du voile forcé puisqu'elles ne peuvent pas s'y opposer. Je suis contre et je veux l'interdire. Nous avons, et c'est sous le gouvernement de Jacques Chirac que nous l'avons fait, interdit le port du voile à l'école. Et maintenant, moi je souhaite, comme le prévoit d'ailleurs le mouvement olympique, que le voile soit interdit dans les grandes compétitions sportives. Le gouvernement dans les petites, oui, dans les petites compétitions, oui. Non, alors dans les compétitions sportives. Pardon, dans les compétitions sportives. Toutes les compétitions organisées par les fédérations de sport. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, nous avons un vrai sujet. Le gouvernement a montré son vrai visage. Il dit on va renvoyer aux fédérations sportives d'organiser. C'est ce que dit la ministre des Sports. Ça s'appelle Ponce Pilate, ça s'appelle se laver les mains du problème. C'est une forme de lâcheté. Moi, je souhaite qu'on aide les fédérations sportives, qu'on les appuie, qu'on soit à leur côté. Et je demande qu'on vote cet amendement qui a été présenté par la droite au Sénat. Nous sommes les gardiens de la République et le gouvernement aujourd'hui accepte la communautarisation de la société et baisse les bras. Le logement, aujourd'hui c'est la journée du mal logement. La Fondation Abbé Pierre remet son 27e rapport avec un constat extrêmement alarmant. Il y a 4,1 millions de personnes mal logées. Il y a des demandes de logements sociaux qui explosent. La Fondation demande le vote d'une loi pluriannuelle pour le logement avec un effort public majeur. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien que pour faire ça, et vous savez, la situation du mal-logement me touche particulièrement. On parle souvent du pouvoir d'achat en parlant des prix de l'essence ou des prix de l'énergie. Mais le premier poste de dépense des Français, c'est leur logement. Près de 30% parfois. C'est leur logement. Dans le budget. Et qu'est-ce qui se passe en matière de logement? Eh bien, on construit plus. On construit plus assez. Alors pourquoi? Parce que, là encore, le gouvernement a laissé inscrire dans la loi un nombre de normes considérables qui empêchent la construction. C'est que ça coûte beaucoup plus cher de construire chez nous que chez nos voisins, ça prend beaucoup plus de temps et on est en train, avec notamment la loi climat qui a instauré ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette des sols en milieu rural, là où on a le plus d'espace, eh bien avec cette loi, on fait passer les terrains constructibles, on réduit comme peau de chagrin les terrains constructibles. Moi, ce que je souhaite, c'est que le zéro artificialisation nette, moi je l'applique en Ile-de-France pour protéger mes forêts, pour protéger mon agriculture, parce qu'on est en zone métropolitaine et qu'il faut protéger. Et puis on a des friches industrielles sur lesquelles on peut construire. Mais dans les milieux ruraux, dans la ruralité, dans les villes moyennes, les bourgs, les villages, où on a besoin de construire parce que dans la France de l'après-Covid, on voit arriver plein de familles. Et c'est une chance pour la ruralité, c'est une chance de se développer, c'est une chance d'aménager le territoire harmonieusement. Il faut qu'on redonne le pouvoir aux maires de dessiner leur ville, d'avoir des dérogations lorsqu'il s'agit de loger plus. Parce que le mal logement, c'est d'abord une question de construction. On construit moins de 400 000 logements par an sous Emmanuel Macron, il en faudrait 500 000 par an. Moi, je construirais plus, je construirais mieux et j'irais contre toutes les idéologies de la décroissance qui conduisent au mal logement et à cette situation que vivent aujourd'hui les plus démunis. Sur le logement social, il y a une demande qui explose. Il y a des centaines de milliers de familles qui sont en attente. Est-ce que vous allez réserver les logements sociaux aux Français? Est-ce que vous allez faire une priorité nationale, comme le propose Éric Zemmour? Moi, la priorité pour le logement social, elle doit aller aux travailleurs de première ligne. Aux travailleurs de première ligne, ceux qui acceptent... Soignants, policiers... Attendez, ceux qui acceptent les travaux qui sont les plus difficiles. Parce que moi... Donc peu importe la nationalité. Peu importe leur nationalité. Ils viennent aujourd'hui, agents d'entretien, aides-soignants, services à domicile. Aujourd'hui, c'est à eux qu'on doit rendre hommage. Moi, ma valeur, c'est le travail. C'est pas la nationalité. Absolument, c'est le travail et la régularité du séjour. Le travail, la volonté de s'intégrer, la régularité du séjour. Mais quand on est en France, pour vraiment porter à bout de bras ces services qui sont indispensables
au fonctionnement du pays, alors on mérite d'être prioritaire dans le logement. J'ajoute que c'est une mesure de justice parce qu'ils ont souvent 2 heures de trajet à faire dans la journée au moins, parce qu'ils habitent très loin, parce qu'ils ont des petits salaires. Ma valeur à moi, c'est le travail. Tous ceux qui viennent en France pour travailler et s'intégrer, ils ont la même dignité pour moi que les Français. Valérie Pécresse était l'invitée de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur notre antenne. À vous, Olivier Benkemoun, pour la suite de l'émission.